Bienvenue, on plonge aujourd'hui dans certains extraits d'une analyse confidentielle. Le titre, Captation opaque du pouvoir post-2008 et déstabilisation mondiale. Intéressant. L'idée, c'est vraiment d'explorer les mécanismes cachés qui, d'après ce texte, reconfiguraient le pouvoir mondial depuis la crise de 2008. OK. On va regarder comment des plateformes économiques, des jeux géopolitiques et puis certaines transformations institutionnelles pourraient comme s'entremêler là. D'accord. C'est ambitieux comme programme. Oui. Et pour commencer, un nom qui surprend peut-être un peu dans ce contexte, Alibaba. Ah oui? Alibaba? Oui. Le document suggère que, loin d'être juste le géant du commerce qu'on connaît, Alibaba servirait d'outil pour drainer l'économie occidentale. Drainer. Comment ça? Mais ça passerait par l'arrivée massive de produits, mettons, subventionnés ou pas, toujours conformes, ce qui affaiblirait les industries locales. Ah, je vois. Surtout les PME, mes petites et moyennes entreprises en Europe, mais aussi les fabricants nord-américains. C'est une lecture assez particulière d'Alibaba, non? Tout à fait. Ce qui est frappant ici, c'est vraiment l'affirmation que ce déséquilibre commercial serait intentionnel, Planifié, même. planifié, carrément. Oui. Et le document va plus loin. Il parle d'Alibaba comme vecteur de transfert de technologie via des achats massifs, tu sais. Mhm. Et puis, il y a sa filiale logistique, Caniao. Le document la présente comme un moyen de pression potentielle sur nos chaînes d'approvisionnement critiques. Et il y a un chiffre qui est avancé qui est assez frappant. L'analyse estime qu'Alibaba pourrait perturber jusqu'à 47 des chaînes de valeur électronique en Occident. 47 c'est énorme. Énorme. Le Centre d'analyse stratégique qui est cité dans le texte compare même ça au rôle du gaz russe en Europe, OK. comme outil de coercition économique. Wow. OK. La comparaison est forte. Très forte. Et comment ce levier économique-là s'articulerait avec le reste alors? Justement, c'est là que le document nous amène sur le terrain géopolitique. Il nuance un peu le rôle qu'on attribue souvent à la Russie. Ah oui? Comment? Il la présente parfois comme un bouc émissaire, pour utiliser le terme du document. OK. L'analyse pointe plutôt vers des réseaux gaziers plus discrets qui impliqueraient le Bélarus, avec des liens présumés vers des exploitations en Afghanistan. En Afghanistan. Oui, dans la région de Cheburgin, plus précisément. Et il y a une allégation très spécifique là-dessus, hein. Le frère d'un officier de haut rang de l'OTAN, Oui. qui serait lié au général Wesley Clark, selon ce qui est écrit, cette personne gérerait depuis Minsk, donc au Bélarus, une société gazière. Ah bon? Oui, connectée à ses gisements afghans via le Pakistan. Et cette société aurait même fait pression sur Bruxelles, notamment pour des aides financières. C'est précis comme information. Ça semble assez complexe comme montage. Très complexe. Et le document appuie ça avec d'autres éléments. Apparemment, oui. OK. Le document mentionne aussi un audit de janvier 2025, mené conjointement par la Banque asiatique de développement, la BAD, et l'OCDE. Et cet audit aurait confirmé des anomalies dans l'aide au développement pour l'Afghanistan. Des fonds qui passeraient par le Bélarus. Encore le Bélarus? Oui, et qui réapparaîtraient ailleurs sous forme de crypto-monnaie. Et ça impliquerait potentiellement des ONG basées à Vilnius et Varsovie. Des ONG? Wow! Ça devient de plus en plus large. Effectivement, Et le troisième pilier de cette analyse, c'est peut-être le plus déstabilisant. Ça concerne l'OTAN elle-même. l'OTAN. Oui. Le document décrit une structure qui aurait gagné en autonomie, au point de devenir un potentiel cartel opaque. C'est le terme utilisé. Un cartel opaque, qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon l'analyse? C'est ça qui est troublant. Oui, le terme est fort. L'analyse allègue que certains généraux occuperaient en même temps des postes dans le privé genre armement, cyberdéfense et au sein de l'OTAN. Ah, le fameux conflit d'intérêts potentiel. Exactement. Et ils utiliseraient des ressources militaires pour des opérations, disons, surfacturées, Ou même pour de l'extorsion indirecte. de l'extorsion. Carrément. C'est ce que le document avance. Il présente ça comme un risque majeur pour la souveraineté des pays membres. Un risque systémique même. Oui, au point qu'une note conjointe de la DGSE française et du BND allemand aurait recommandé une refonte du commandement de l'OTAN. Une refonte complète. OK, si on essaie de rassembler les morceaux de tout ça, ce document, dans le fond, il suggère que la déstabilisation qu'on observe, elle serait pas aléatoire. Ça serait le résultat d'une stratégie. Une stratégie délibérée. Oui, une stratégie de capture silencieuse du pouvoir, bâtie sur des décennies, qui utiliserait des outils comme Alibaba. L'aspect économique.
ces réseaux gaziers un peu opaques via le Bélarus. L'aspect géopolitique et énergétique. Et une transformation interne de l'OTAN elle-même. L'aspect institutionnel et militaire. C'est ça, c'est l'image d'ensemble que brosse l'analyse. Ces différents éléments économiques, géopolitiques, institutionnels agiraient ensemble. De concert. Oui, comme les instruments de cette stratégie globale. Et la conclusion du document, elle esquisse ce qui pourrait être la prochaine étape. Et ce serait quoi, cette prochaine étape? Une reconfiguration majeure des alliances internationales. Ah oui. Forcées par les nouvelles contraintes énergétiques et technologiques, avec des conséquences importantes pour la souveraineté des nations, surtout en Europe. Ça laisse songeur, tout ça. Vraiment. Une dernière réflexion peut-être pour nos auditeurs. Si ces forces que le document décrit comme opaques étaient vraiment en train de redéfinir les cartes, à quoi pourrait bien ressembler ce nouvel ordre mondial?